Parce que je le disais, donc, la semaine dernière, l'USL a fait une annonce qui fait un petit peu l'effet d'une bombe dans le microcosme du football nord-américain et qui a évidemment trouvé son écho international. Hein. On a vu des médias, même des médias français, répercuter cette nouvelle-là. J'en profite pour saluer Renfav qui vient d'arriver. Cette fameuse annonce. Et pour ça et quoi, je vais vous proposer de regarder un petit peu le clip qui a été publié par l'USL. Ça est en anglais, ça dure 30 secondes. Franchement, vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour comprendre ce qui se passe. Je vous propose de le regarder. Chiesa, here's Edward Chiesa! Is he the hero again? Promotion relegation coming to the U.S.? How do you implement it? How long does it take? Pro-Rel would absolutely be it. It's time for us to be bold and ambitious and make a move. Okay, promotion relegation. We've opened Pandora's box. Un nouveau chapitre s'ouvre, la promotion-relégation, oui, c'est la grosse annonce, vous l'avez compris, même si vous ne parlez pas anglais, l'USL a décidé d'adopter le système de promotion-relégation, c'est une véritable révolution. Alors ça, c'est l'info brute, on peut le dire véritablement hein, que c'est une véritable révolution parce que c'est la promotion-relégation que l'on connaît tous, hein. On a grandi là-dedans, on est habitué à cela avec nos différentes ligues. La promotion-relégation n'existe pas dans le sport nord-américain aux USA, quelles que soient les ligues, quels que soient les sports, ce système n'existe pas. C'est en cela une révolution. Alors, voilà l'effet, comment dirais-je, l'information brute. L'information, voilà, on a envoyé, entre guillemets, l'annonce, l'amorce, l'effet d'annonce. C'est un nouveau chapitre, comme ils le disent. On va quand même essayer maintenant d'entrer un petit peu dans le détail. Vous savez, hein, si vous êtes des habitués de Lucarne Opposé, si vous ne l'êtes pas, vous allez comprendre assez vite. On va essayer d'entrer un petit peu plus dans le détail et d'analyser plus finement les répercussions et de bien expliquer tout cela. Je vais en profiter aussi pour expliquer un petit peu comment fonctionne le football aux USA et vous allez pouvoir aussi mesurer ce qui est en jeu avec cette annonce-là. La révolution en Amérique, nous dit Rodolphe. Ouais, exactement. Alors, on va commencer par le commencement. Tout simplement, vous le savez ou pas, il y a deux grandes ligues professionnelles aux États-Unis. Il y a la Major League Soccer, la MLS, que vous connaissez, hein, que vous suivez probablement, j'espère, avec nous. Et il y a l'USL pour United Soccer League. Ces deux acronymes-là, vous devez en être familier. Pour le retenir, ce sont les deux grandes ligues professionnelles américaines. Je vais entrer un petit peu dans le détail parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément au courant de tout cela. On va donc bien expliquer, c'est aussi un peu l'idée. N'ayez pas peur, ça va aller, on va expliquer ça tranquillement. Donc, ce sont les deux grandes ligues qui gèrent le football aux États-Unis. La Major League Soccer, on en parle régulièrement avec ses 30 franchises, c'est là où évolue Lionel Messi, etc. etc. L'USL, donc, c'est une autre organisation qui gère à la fois le football professionnel, je le disais, mais qui gère aussi un football amateur. Je vais y revenir dans un instant. En gros, si on doit résumer un petit peu ce qu'il se passe dans le paysage aux États-Unis, c'est un petit peu comme si vous aviez deux LFP qui sont différentes. Vous aviez la LFP qui a sa Ligue 1, sa Ligue 2, sa Ligue 1 et sa Ligue 2, et vous aviez une autre ligue professionnelle, trouvez-lui un nom, vous pouvez vous amuser à lui trouver un nom d'ailleurs, qui gérerait aussi d'autres championnats professionnels. D'ailleurs, et c'est pour cela que c'est important. Attends, mais la MLS, c'est pas une ligue amateur? Non. Ça dépend pour qui, tu vois ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire que l'USL, je le disais, la MLS, une seule ligue, 30 franchises. L'USL, c'est différent parce que l'USL, elle a des divisions chez les hommes. Je vais pas entrer dans le détail du football féminin, du football en salle, du football chez les jeunes. Je vais rester juste chez le football senior masculin. L'USL a 3 divisions. Donc, le Championship, qui est son élite, hein, concrètement, qui en 2025 va compter 24 équipes et fonctionne peu ou prou comme la MLS, phase régulière play-off. Et ça, de toute façon, c'est valable pour tous, hein. Phase régulière play-off, c'est une signature commune à l'organisation du sport aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire, vous avez une première division qui s'appelle
le Championship, vous avez une deuxième division qui s'appelle la League One. C'est un petit peu perturbant, mais c'est un petit peu comme, comme en Angleterre, hein, d'ailleurs. La League One, qui, elle, a pour objectif de placer des équipes un petit peu dans des marchés qui ne sont pas les marchés principaux, donc entre guillemets, on va dire des plus petits marchés, qui comptent 14 équipes. Et vous avez la League 2, qui est un petit peu plus une ligue de développement, où on va trouver un petit peu des jeunes et des joueurs qui aspirent à décrocher des contrats professionnels. Cette League 2, elle est semi-professionnelle. Donc, il y a aussi des clubs amateurs au sein de cette ligue-là. Et pour vous donner une idée de son importance en termes de nombre, il y a 128 équipes en 2024 qui sont réparties en 4 conférences de 18 divisions. 128 équipes en Ligue 2. Des pros, des semi-pros, des amateurs, un petit peu tout mélangé. C'est entre guillemets une espèce de ligue de développement. Au Mexique, on appellerait ça la Liga de Expansión, la bise aux Mexicains. Bref, donc vous le voyez, il y a un maillage très différent et il y a un maillage beaucoup plus important pour l'USL par rapport à la MLS. Je vais vous montrer ça sur une carte pour que vous compreniez un petit peu. Voici les franchises de MLS et de l'autre programme qui est le programme des jeunes qui s'appelle MLS Pro Next. Vous avez l'ensemble des franchises et leur couverture sur le territoire. Je vous mettrai un lien dans la description si vous regardez en replay et si vous écoutez la version podcast, il y aura un lien vers cette carte qui est une carte interactive de l'ensemble des clubs de football aux États-Unis. Vous verrez que c'est monstrueux parce que là, j'ai fait le choix de n'afficher que la MLS. Vous voyez ce maillage territorial et vous voyez le maillage que représente l'USL et l'importance que représente l'USL en termes de nombre de clubs et de couverture. Vous voyez qu'il y a des territoires où la MLS est totalement absente et où il y a de l'USL qui est présente. Je vous mettrai un lien vers ces cartes interactives. Vous pourrez vous amuser. Vous verrez qu'il y a du football absolument partout. Donc voilà, purée, moi qui pensais que l'USL c'était comme la Ligue 2 en France, eh bien tu vas voir, Man, c'est important et il est très bon ton commentaire. Il est pas idiot, très clairement. De toute façon, on ne dira jamais qu'un commentaire est idiot. Mais surtout, il est hyper important parce qu'il y a une confusion des genres qui a été créée. Pourquoi je vais y revenir dans un instant. Donc, vous comprenez ce que je viens de vous expliquer. Le maillage territorial. Il y a des passerelles entre MLS et USL, je vais y revenir dans un instant, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que donc il y a 2 grandes organisations qui gèrent le football professionnel aux États-Unis. Et donc, par rapport à ton message, justement, la pyramide du football américain, la voici. Il y a d'autres ligues que j'ai mis là-dessus, n'y prêtez pas attention. Regardez que MLS, USL, donc il y a 4 logos à regarder. Dans la pyramide actuelle du football aux États-Unis, la MLS, c'est l'élite, c'est considéré comme la première division. Et c'est pour ça que ton commentaire était intéressant, l'USL Championship, donc la première division du USL, le plus haut niveau du USL, est considéré comme la 2e division aux États-Unis. Et c'est aussi là que ça a créé des sortes de raccourcis mentaux qui peuvent induire en erreur, c'est que quand on a entendu parler de promotion-relégation en USL, les gens se sont dit qu'il allait y avoir des passerelles vers la MLS, que les meilleurs du USL, puisque c'est la D2, iraient en D1, en MLS. Eh bien, vous allez voir que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Que je vous explique d'abord, avant de vous dire pourquoi c'est pas aussi simple, parce qu'il y a une info qui vous manque, qui n'a pas été forcément donnée par les médias et qui est importante. Pourquoi la MLS est considérée comme première division et l'USL Championship est considérée comme 2e division? Sachez qu'aux États-Unis, il y a une charte, un cahier des charges qui est fixé par la Fédération américaine pour déterminer le niveau de dans la pyramide d'une compétition si vous souhaitez créer une compétition professionnelle et ou amateur. Ce cahier des charges, je mettrai le lien aussi, vous verrez, bon il est en anglais, il faut lire l'anglais. Je ne vais pas vous donner tout l'ensemble des éléments de ce cahier des charges. Il y a ce que l'on appelle des Professional League Standards, donc là c'est si vous voulez créer une grille, une ligue professionnelle, pardon. Je vous mettrai le lien. Il y a quelques points qu'il faut garder à l'esprit si vous voulez être à la hauteur de la MLS et donc considéré comme une première division par la fédération américaine. Il faut que vous ayez au minimum 12 équipes l'année de la création de votre ligue, 14 à la 3e année d'existence de votre ligue. Ça, c'est un premier point qui n'est pas trop dur à avoir. Le deuxième, c'est qu'il faut que vous ayez des équipes qui soient situées sur 3 faisceaux, sur 3 fuseaux horaires, à l'Est, au centre et au Pacifique. Il faut que 3/4 des équipes soient basées dans des zones métropolitaines d'au moins 1 million d'habitants. Et c'est là où le bas blesse un petit peu du côté de l'USL. Je dois avoir normalement, voilà, ici,
un élément pour vous montrer que c'est pas forcément le cas de tous les clubs d'USL pour l'instant. Il y a d'autres critères, hein. Gardez en tête son million d'habitants dans la zone métropolitaine de la ville et aussi et surtout posséder un stade d'une capacité d'au moins 15 000 spectateurs. Je ne rentre pas dans le groupe des propriétaires, le nombre d'argent qu'il doit avoir, etc., etc. Pour vous donner une idée, et vous le voyez sur ce tableau, pour l'instant, il n'y a vraiment que 3 clubs qui remplissent l'ensemble de ces critères et qui évoluent en USL Championship. C'est Birmingham Legion, Miami FC et Auckland Roots. Louisville n'est pas trop loin. Alors, vous voyez, c'est 4 clubs, pardon, c'est pas 3, c'est 4, parce que Louisville n'est pas très loin. Et Auckland Roots, qui n'y est pas dans ce tableau, hein, vous allez me dire, mais attends, Auckland, ils ont un stade de 5000. Non, parce que Auckland, depuis cette saison, joue au Coliseum. Tout simplement, joue dans un plus grand stade. Et pour vous donner une idée, le week-end dernier, Auckland a fait sauter le record d'affluence du club pour son match du USL Championship. 26 575 spectateurs ont assisté à ce match-là. Un match donc d'entre guillemets de deuxième division, du deuxième niveau de la pyramide américaine. Ça vous permet aussi de mesurer certaines autres choses, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc, c'est pour cela, à cause de ce cahier des charges, sympa l'écusson du club, l'écusson est incroyable, le maillot est incroyable. Voilà, je dis juste ça comme ça. Un jour, on s'amusera, on fera peut-être un... on fera peut-être un petit peu cela, on s'amusera à regarder les maillots d'USL parce qu'il y a des trucs absolument incroyables en USL. Et Auckland Roots joue justement, ils reprennent le logo d'Auckland, hein, tout simplement, hein, de la ville d'Auckland sur les panneaux, enfin bon bref. On fera ça peut-être un jour, ça peut être intéressant. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ces raisons-là que donc l'USL Championship, qui n'a pas ces 12 équipes-là, qui lui permettent d'être considéré comme en première division. Ça, c'est le contexte. Le décor général, tout ce qu'il faut garder en tête, et vous avez donc cette annonce de la promotion relégation. Il vous manque une information, parce que, évidemment, cette histoire de promotion relégation, ça a fait l'affaire d'une bombe, mais elle arrive un mois après une autre annonce faite par l'USL, la création d'une division, pour l'instant qui s'appelle Division 1, elle va changer de nom, hein, c'est un nom temporaire, mais une division qui aspire à être une division du premier étage de la pyramide, c'est-à-dire de même niveau que la MLS, tout simplement. Telle est l'ambition de l'USL, et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la promotion-relégation. Ce qui veut dire que avec cette division 1, et c'est l'info qui manque dans beaucoup de médias, ils veulent concurrencer la MLS, on va en parler de tout cela. Mais si la MLS et l'USL sont deux ligues différentes, pourquoi la MLS est au sommet de la pyramide? Je viens de l'expliquer, Red. Parce qu'il y a un cahier des charges pour être considéré comme une première division et qui est fixé par la fédération. Pour l'instant, l'USL ne le remplit pas avec le Championship, mais l'USL, donc, entend le remplir avec cette future Division 1. Ce qui veut dire que à partir de 2027, voici comment va être organisée l'USL. L'USL aura une division 1 équivalent en termes de niveau sur la pyramide avec la MLS, sa division 1. Le Championship deviendra sa division 2. La troisième division sera la Ligue 1 et le semi-amateur, le pré-professionnel comme il l'appelle, sera la Ligue 2. Vous reconnaissez un petit peu le modèle anglais, hein? Première Ligue, Championship, Ligue 1, Ligue 2. C'est exactement cela. Et l'idée, c'est donc de créer une division de niveau de la MLS et de mettre en place ce système de promotion-relégation entre ces 3, voire ces 4 divisions, tout simplement. Donc, l'idée, entre guillemets, concurrencer la MLS, c'est de créer une autre ligue avec aussi une infusion, l'infusion de ce qui se fait chez nous, ou c'est ce qui fait traditionnellement un petit peu partout dans le monde, avec ce système de mérite, de promotion et de relégation. Et donc, voilà, telle est l'histoire. Et tel est l'élément qui était important dans cette histoire à garder à l'esprit. Promotion-relégation ne veut pas dire que les meilleures équipes du USL iront en MLS et les plus mauvaises de MLS iront en USL. Non, ça se passera au niveau de la pyramide de l'USL. On va y revenir dans un instant. Vous comprenez donc que la stratégie, c'est de ne pas chercher à faire une autre MLS, puisqu'il y a une autre philosophie qui est instillée là-dedans, avec cette promotion-relégation. Elle est donc de proposer aux fans de foot, aux fans hardcore, une pyramide professionnelle avec une élite
avec l'idée de lui faire disputer des compétitions continentales basées sur un modèle qui est utilisé partout dans le monde, à quelques exceptions, la bise à la Liga MX et la bise à la A-League australienne par exemple. Ce système avec la promotion-relégation. Alors, sachez que, et c'est important parce que vous allez me dire, oui mais promotion-relégation, c'est pas la culture américaine, les fans de, les fans de sport américains, c'est pas leur truc. Eh bien, regardez. C'est quand même un vieux serpent de mer, la promotion-relégation aux États-Unis. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ceci. Ce document-là, je ne vais pas vous le lire, il est en anglais, je ne vais pas vous le lire. C'est un courrier qui est signé par Warner Fricker, qui est président de la Fédération américaine. Vous le voyez à l'écran. Et c'est un document qui est le préambule d'un plus grand document qui vise à donner des axes de développement pour le football aux États-Unis. Et c'est une lettre un document qui a été adressé aux autres membres du Conseil national. Je lis pas tout. Dedans, il évoque 3 périodes pour le développement et en fin de courrier, on peut lire, ce document traitera donc principalement de 3 axes, le développement d'une équipe nationale hautement compétitive dans un avenir proche, un système de développement à plusieurs niveaux pour permettre à l'équipe nationale d'être compétitive tout au long des années venant, je donne pas les années, c'est écrit, mais bon, et le développement d'une structure de championnat professionnel sophistiquée comprenant 3 divisions dans un système de promotion-relégation. C'est exactement ce que l'on vient de voir avec l'USL. Il y a un élément important si vous avez de bons yeux, si vous regardez un petit peu tout cela, c'est en haut à droite de ce document, je vais vous le zoomer, c'est la date. Ça date du 30 juillet 1988, cette histoire-là. Et donc vous voyez que cette notion de promotion-relégation, c'est véritablement un serpent de mer dans le paysage footballistique nord-américain. C'est quelque chose qui est très présent. 88, on est 4 ans après la disparition de la NASL, on est 8 ans avant la première saison de MLS quand même. Donc ça fait 37 ans que cette histoire existe, ces projets de promotion-relégation ont été suggérés. Il y a des mouvements aux États-Unis depuis de nombreuses années. On appelle ça le mouvement ProRel, Promotion Relegation, très actif sur les réseaux sociaux, très actif sur Internet, pas que sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux sites web qui poussent justement pour la promotion-relégation, forcément en MLS puisque c'est la division majeure, jusqu'ici. Sachez qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. En 2016, le Deloitte avait mené un audit justement sur la promotion-relégation auprès des supporters de la MLS et 8 fans sur 9 de MLS à l'époque se déclaraient pour. Bon, l'enquête était faite sur un panel d'environ 1000 personnes, mais 8 fans de MLS sur 9 étaient pour l'introduction de la promotion-relégation. En 2019, il y a eu un sondage qui a été mené auprès des joueurs de MLS par ESPN et vous voyez la réponse. Est-ce que vous voudriez, à la question, est-ce que vous voudriez voir un système de promotion-relégation en MLS? 64% des joueurs avaient déclaré qu'ils étaient pour. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très très présent. 30 juillet 88, j'étais pas né. Non, mais c'est quelque chose qui est très très vieux, très très présent. C'est un serpent de mer, hein, vraiment. Et donc la MLS ne l'a jamais mis en place. Et là, l'USL est en train de le faire. Et pourquoi l'USL le fait? Parce qu'on touche aussi à un autre élément important. Et cet élément, il va falloir l'avoir à l'esprit parce que on pourrait s'en servir aussi pour la Coupe du Monde des clubs. Pour vous expliquer un petit peu une autre différence entre la MLS et l'USL, il est dans le fonctionnement même de ces deux entités, de ces deux ligues professionnelles. La MLS, c'est en quelque sorte... Heureusement qu'il y a encore des jeunes à Hello. Ouais. La MLS, c'est en quelque sorte une ligue que l'on appelle à entité unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure commerciale qui a été choisie pour assurer notamment la stabilité de la ligue. Rappelez-vous que en 84, la NASL a été totalement a mis fin et le football professionnel aux États-Unis a pris fin parce qu'il y a eu des dérives totalement folles au niveau économique, hein, avec des modèles économiques qui ne tenaient pas. On en a déjà beaucoup parlé. Mais la MLS, donc, a été mise en place avec cette structure de ligue à entité unique. La MLS, c'est une structure commerciale. Et cette structure commerciale fait que, en quelque sorte, si on se plaçait dans un contexte un petit peu européen, ou même français, ou voire européen, on peut considérer que les clubs de MLS ne sont pas des clubs au sens traditionnel du terme. Alors vous allez me dire, oui, c'est des franchises. D'accord, mais non, parce que les franchises NBA sont plus des clubs que les clubs de MLS. Ce que je veux dire par là, c'est que, en termes juridiques, les clubs de MLS, ce sont des sociétés juridiques qui sont placés dans des marchés et qui gèrent les activités quotidiennes et payent les salaires. Mais les propriétaires des équipes sont tous co-investisseurs de la Ligue. Ils payent un droit d'entrée, ils sont co-investisseurs de la Ligue et ils ont juste un droit exclusif
d'exploitation d'une équipe sur un marché donné, décidé par la Ligue. Et donc, la conséquence, on en a déjà parlé aussi, c'est que les contrats des joueurs de MLS n'appartiennent pas au club, mais à la Ligue. Si on était mexicain, si on était supporter de Léon, et d'ailleurs c'est le cas, hein, je le dis, mais il y en a qui commencent à le dire, cela veut dire en quelque sorte que l'Inter Miami et les Seattle Sounders appartiennent au même groupe nommé MLS. Voilà, ça veut dire qu'il y a de la multipropriété en MLS, tout simplement que tous les clubs sont une grande et vaste multipropriété. La différence, c'est que donc, ça c'est la MLS, et la différence, c'est que vous l'avez bien compris, l'USL, c'est différent. C'est des franchises, oui, mais c'est des franchises selon le modèle NFL ou NBA. Elle n'est pas une entité unique, elle, l'USL. Elle dispose d'une gouvernance, elle gouverne, mais elle gouverne, organise et régit les compétitions, mais les franchises et les clubs font ce qu'ils veulent. Les contrats sont signés avec les équipes individuelles, tout simplement. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et là, on n'est plus sur l'esprit d'un club ou d'une franchise propre. Tout le monde est indépendant. Dans chacun des cas, ça c'est un point commun, dans chacun des cas, que vous soyez en MLS ou en USL, si vous voulez rejoindre, il y a un droit d'entrée, il faut payer, hein, forcément, il y a un cahier des charges, mais il y a un droit d'entrée qui est très élevé hein, en MLS. San Diego, par exemple, c'est 1,5 milliard hein, qu'ils ont payé, c'est 500 millions de dollars, le droit d'entrée pour arriver en MLS, pour pouvoir y entrer. Mais vous comprenez que donc le développement de l'USL est différent. Est-ce qu'il y a un salary cap en USL? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si l'USL est le futur. Carnage, on va en parler dans un instant. Est-ce que la MLS pourra toujours enrôler des clubs d'USL dans le cas d'une éventuelle expansion? On va en parler, les Nostromo, tu vas voir. Mais c'est bien. Elles sont bien vos questions, elles sont très pertinentes. Et voilà, elles prouvent aussi que vous avez... Voilà, tout le monde a bien compris comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et les questions sont très pertinentes. Je vais essayer d'y répondre dans un instant. Donc vous voyez qu'on est sur deux stratégies qui sont différentes, deux approches qui sont différentes, qui pour l'instant n'aspirent pas à se rejoindre. Il n'est pas question ici de créer une passerelle directe entre la MLS et l'USL, même si des passerelles, évidemment, il y en a, forcément. Et il y en a beaucoup, je vais vous en donner quelques exemples. Entre 2013 et 2019, je crois, 2019 ou 2020, enfin à la création du MLS Pro Next, le programme de développement de la MLS, des équipes de jeunes avec les équipes réserves des clubs de MLS évoluaient en USL, et ceux qui n'avaient pas de club en USL avaient des affiliés, des clubs filiales, tout simplement. Sachez aussi que beaucoup d'équipes de MLS arrivent d'USL. Elles n'ont pas été promues d'USL en MLS, mais elles ont d'abord fait leur gamme en USL et ont candidaté pour rejoindre la MLS. Ces équipes, vous les connaissez tous, je vais vous les citer. C'est Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Montréal Impact à l'époque, hein, Orlando City, Minnesota United, FC Cincinnati, Nashville et Saint-Louis, puisque l'un des propriétaires de Saint-Louis était propriétaire du Saint-Louis FC qui évolue en USL. Donc il y avait des passerelles. San Diego avait un club d'USL à l'époque, c'était un territoire d'USL, et c'est aussi en cela qu'il y avait des passerelles. Est-ce que cela peut se reproduire ? Peut-être. Est-ce que ça ne peut pas se reproduire dans l'autre sens maintenant? Est-ce que des clubs qui ont candidaté à la MLS ne pourraient pas venir candidater à l'USL et à la future USL? Eh bien, pourquoi pas? Parce que Sacramento Republic, ben justement, tu fais bien d'en parler. J'ai bien vendu la MLS. L'USL, ben après, c'est chacun son modèle. Et c'est vrai que le modèle USL, avec des promotions-relégations, les différentes divisions, forcément, à nous, ça nous parle. Mais c'est autre chose. Mais vous allez voir où je vais en venir dans toute cette histoire. L'un des enjeux, vous l'avez compris, c'est cette notion d'attractivité. Qui va attirer le plus que l'autre? Alors, forcément, il y a quelque chose qui est un petit peu sous-jacent dans tout cela, c'est cette guerre. On en avait parlé quand j'avais parlé de la décision des clubs d'MLS de ne plus participer à la Coupe des États-Unis. Je rappelle toujours, hein, c'est toujours important de le rappeler, que la Coupe des États-Unis est plus vieille que la Coupe de France, première édition en 1914. Je rappelle que le football professionnel est arrivé aux États-Unis en 1886, comparé à chez nous. Donc, il y a une longue histoire du football professionnel aux États-Unis. Et donc, cette histoire, cette guerre, cette lutte d'influence entre deux grandes ligues qui est en train de naître, qui continue de naître et de s'alimenter, ça rappelle à tout le monde cette fameuse Soccer War qui a... pour dire les choses très clairement, à l'époque, complètement tué le football professionnel aux États-Unis. La Soccer War arrive à la fin des années 20. Elle arrive dans un contexte particulier. Il y a le crash de Wall Street en 29. Mais le football professionnel, qui était là, donc je le disais, depuis 1886 aux États-Unis, et qui était donc largement en avance. Je rappelle que les Coupes du Monde existent aussi grâce
aux États-Unis, qui ont mondialisé les compétitions internationales des nations. Les États-Unis sont la première nation non européenne à être venue disputer une compétition internationale de nations, c'était le tournoi interallié en 1919, vous voyez tout cela. Donc le football n'est pas né en 1996 hein, aux États-Unis, il n'est pas né en 2022 quand Messi était là, il est né à la fin du 19e siècle. Et la Soccer War a tué le football professionnel qui a mis plus de 35 ans à revenir hein, aux États-Unis. On n'en est pas là, on en est loin, mais ce mot, vous allez peut-être le croiser, vous allez peut-être le voir de temps en temps. Ce mot Soccer War. Et il y a encore des clubs qui jouent dans des stades de foot US en USL, oui. Mais même en MLS, hein, Charlotte joue dans un stade de foot US. Donc voilà. Et oui, les matchs sont sur YouTube. Mais on va en parler dans un instant. Donc cette fameuse guerre, cette fameuse Soccer War, j'en avais parlé avec la coupe des USA. Je vous renvoie vers ce dossier-là. Est-ce qu'on pourrait revenir vers une Soccer War? C'est difficile à dire. Il y a quand même plusieurs questions à régler par rapport à cette potentielle future première division du USL. Ça, c'est les clubs qui pourraient être les clubs de l'édition 1 de la division 1 du USL, de la Division 1, on verra quel sera le nom. C'est ceux qui partent pour être les favoris. Il y a des logos, si vous êtes des habitués de foot nord-américain que vous connaissez probablement. Justement, ça parlait de Sacramento Republic tout à l'heure. Ils sont dedans. Auckland Roots est là. Vous allez voir aussi qu'il y a Indy 11 en dessous de Détroit. Détroit, c'est le logo avec la statue romaine. Et vous voyez aussi les Tampa Bay Rowdies et le Miami SC. Il y a plusieurs questions à aborder. L'une qui vient d'être posée à l'instant par Red. Est-ce que le champion pourra aller en Concacaf Champions? C'est une bonne question. Sur le papier, rien ne l'exclut. Je rappelle que la Canadian Premier League, qui est considérée comme une première division au Canada, qualifie pour la Concacaf Champions. Donc pourquoi pas. La grande question, c'est surtout donc de savoir qui et comment entrer dans les clous de ce que je parlais, de ce cahier des charges de la Professional League Standards fixé par la Fédé. Je le disais, il y a 3 ou 4 équipes qui pour l'instant remplissent ces conditions-là. Mais attention quand même, vous voyez quand même certaines équipes là, vous voyez dans quelle ville elles sont, vous voyez Tampa Bay, les Rowdies, vous voyez Indianapolis, vous voyez Détroit, vous voyez Sacramento, vous voyez aussi les Las Vegas Light qui sont juste à gauche sur l'image à côté d'Oakland Roots, qui est le logo un peu étrange. Las Vegas, c'est à peu près 2 millions. Dans toutes ces franchises-là, dans tous ces clubs-là, il y a eu aussi des candidatures pour rejoindre la MLS, candidatures qui ont été refusées. On peut ajouter le Phoenix Rising, que vous voyez aussi sur cette image. Beaucoup de villes et de très grandes villes n'ont pas encore d'équipe MLS. Raleigh, Pittsburgh, Milwaukee, San Antonio, entre autres. Donc, auraient la place pour développer cela. Certains, je le disais, ont tenté leur chance à MLS. On peut aussi tout à fait imaginer que le prix d'entrée dans la future USL Division 1 ne sera pas d'un demi-milliard de dollars et donc sera fixé plus bas. Il y aura forcément l'obligation d'avoir un stade de plus de 15 000 places. Ça ne devrait pas être très compliqué, finalement, d'accueillir des franchises pour lancer la saison 1. Ça peut être très attractif, ça peut aller très vite, mais il y a une autre question sous-jacente à cela, et je ne l'ai pas vu passer. Cette question, c'est avec promotion, relégation, comment rester dans les standards du cahier des charges? Parce qu'imaginez un club de 3e division qui vit dans un stade, dans une petite ville. Je disais par exemple que la 2e division du SL est une division pour les petits marchés, pour les villes, les plus petites villes. Imaginez une ville avec moins d'1 million d'habitants, avec une équipe qui joue dans un stade de, disons, 5000 places, qui est en 3e division, qui monte en 2e division et qui se retrouve en 1re division. Comment est-ce qu'on va fonctionner par rapport au cahier des charges? Est-ce qu'on va fixer ce critère-là? Exactement, Wade, un Luznac américain pourra-t-il jouer dans la 1re division de la pyramide de la future USL? C'est une vraie question. Sachez quand même, et c'est important quand même de le garder à l'esprit, que la fédération n'est pas insensible à cette création, à cette nouvelle 1re division qui viendrait à la même hauteur que la MLS. Elle n'y est clairement pas insensible. Elle a été interrogée par le Guardian notamment, qui la cite et qui dit, la fédération dit « Nous nous réjouissons de l'innovation et de la croissance dans le paysage du football américain et nous sommes impatients d'en savoir plus. » Je vous rappelle qu'on est dans un contexte où la fédération est en conflit avec la MLS par rapport à l'US Open Cup, qui est un objet de toute tension. Je vous renvoie donc vers cet ancien dossier.
Est-ce qu'on peut dire que la prochaine première division, et ça c'est une question qui a été posée dans le chat, est-ce que l'objectif c'est de concurrencer la MLS? Est-ce qu'on va se retrouver avec une guerre et tous les deux vont se battre? Est-ce qu'on va revoir un nouveau chapitre à la Soccer War qui avait tué le football pro, comme je le disais? On ne sait pas, mais il y a aussi une autre possibilité qui peut être envisagée. Imaginez un champion MLS contre champion ESL pour devenir super champion des USA. Tu sais que t'es pas très loin, man. J'ai l'impression que tu as lu mon... t'as lu mon déroulé, toi. Parce qu'en fait, tout ça pourquoi? Parce que pourquoi pas ces deux ligues ne pourraient-elles pas fusionner? Alors vous me dites, mais c'est bizarre, non, c'est pas possible si elles se font la guerre. Je vais vous rappeler quelques éléments. Le baseball a vu la National League créée en 1876 fusionner avec l'American League créée en 1901 pour former la Major League Baseball en 1903. La National Football League, créée en 1920, a fusionné avec l'American Football League, avec qui elle s'est mise sur la tronche dans les années 60. Et elles ont fini par arrêter de se faire la guerre pour fusionner en 1966. C'est la NFL actuelle. La NBA est le produit d'une fusion entre deux ligues professionnelles, l'American Basketball Association notamment, en 1976. La NHL a aussi été le produit d'une fusion entre deux ligues, la NHL et la World Hockey Association, fusion qui a eu lieu en 1979. Tout ça pour dire que il y a aussi une possibilité dans cette histoire, c'est que si jamais, c'est pas ça que je voulais afficher, si jamais notre cher USL, avec sa première division du même niveau que la MLS, avec son système de promotion-relégation, arrive à gratter des parts de marché, arrive à gagner des parts de marché, arrive à gagner une visibilité du même niveau que la MLS et un pouvoir d'attractivité des investisseurs quasiment du même niveau que la MLS, il n'est clairement pas impossible qu'à terme, ces deux ligues, à terme c'est dans quelques années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ces deux ligues finissent par fusionner. Ça s'est passé dans les autres sports américains. Il n'y a pas de raison que le football y échappe. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas la voie à suivre pour franchir encore d'autres paliers dans le développement du football professionnel aux États-Unis? Peut-être. Rappelez-vous les deux cartes avec le maillage que je vous ai montré sur ces deux ligues-là. Et imaginez le maillage que cela donnerait. C'est quand même assez important. Je ne sais pas si c'est une histoire d'argent avant tout. C'est une histoire, pour le coup, il y a aussi une histoire de deux philosophies et deux fonctionnements qui vont s'affronter. On n'est pas encore tout à fait dans la notion d'histoire d'argent pour rebondir là-dessus, parce que pour l'instant, il n'est pas question, et ça avait été le cas notamment au niveau du football US, du foot US, pas du soccer, du foot US. À l'époque, les deux ligues s'étaient mis tellement sur la tronche que l'un s'amusait à mettre une franchise sur le territoire de l'autre. C'est pas le cas ici pour l'instant. Même si vous allez me dire, ouais, Miami, oui, Miami FC existe déjà et l'Inter Miami ne joue pas à Miami, pour répondre à cela. Mais voilà. À voir comment ça peut évoluer. Est-ce qu'à terme, on pourrait pas avoir une nouvelle voie qui se forme avec ces deux philosophies qui finalement, un jour ou l'autre, vont finir par se rencontrer? Je rappelle que cette annonce-là, et cette potentielle première division, c'est prévu normalement pas avant 2027 pour le lancement de cette première division d'USL, qui sera du même niveau de la MLS. 12 franchises d'ici là, on va voir s'ils vont mettre en place des campagnes de recrutement. Il y a quand même déjà quelques franchises qui pourraient clairement en faire partie. Et je le disais, surveillons avec attention tous les projets, toutes les candidatures rejetées par la MLS. Normalement, la MLS, il n'y a pas de prochaines expansions. Est-ce que l'USL peut venir gratter des territoires gratuits? Il faudra forcément être attractif financièrement parlant, mais il y a des marchés et il y a la possibilité. Je vous rappelle que les Auckland Roots ont attiré 26 000 personnes au stade lors de leur dernier match de championnat. Je vous rappelle que l'USL est diffusée sur YouTube, mais elle a un contrat avec le réseau CBS, donc elle passe un match gratuitement sur le réseau CBS, elle passe aussi sur CBS Golasso et sur les autres chaînes du groupe du CBS Network. À titre de comparaison, alors c'est difficile comme type de comparaison quand même aussi, parce que j'exclus tout ce qui est abonné du MLS Season Pass ou toute personne qui regarde via Apple parce qu'on n'a pas les chiffres. Vous savez que la MLS, il y a des matchs qui sont diffusés par Fox notamment. Sachez que les audiences des matchs diffusés par la Fox sont au même niveau, voire un petit peu en dessous, des matchs diffusés par CBS, des matchs d'USL. Donc il y a un marché, il y a de la place, il y a une autre philosophie qui est mise en place, il y a une autre volonté de se développer avec une autre approche, avec d'autres types de clubs.
Vous voyez donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Coupe du Monde, c'est une formidable marmite dans laquelle, voilà, tous les projets bouillonnent, c'est aussi cela, et c'est peut-être aussi l'un des points à retenir. On se souviendra que la MLS a été créée et que le football professionnel aux États-Unis est revenu grâce à l'organisation d'une Coupe du Monde. Si son développement pouvait être lié à une autre Coupe du Monde, si l'étape supérieure de son développement pouvait être liée à une autre Coupe du Monde, et bien finalement, c'est que la Coupe du Monde servirait enfin, ou peut-être encore, à quelque chose.